Blues, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Enfin! Aujourd'hui, je reçois Audrey Kist, doctorante en neurosciences cognitives. Bonjour Audrey! Bonjour Élodie! Je suis vraiment très heureuse de t'avoir aujourd'hui et j'ai hâte que tu te déshabilles à mon micro. On s'est rencontrés sur Twitter, tu participes, en tout cas tu as bien pris en main un projet qui est vraiment très très cool qu'on va décrire un petit peu après. Mais j'avais hâte de parler avec toi et comme c'est bientôt la semaine du cerveau, je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre Sous la blouse parce que j'ai enfin trouvé un petit peu de temps pour le faire. Alors, je sais que tu as écouté les épisodes, tu connais la tradition. On va commencer avec la blouse sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Mais avant ça, la question traditionnelle, est-ce que tu portes une blouse au labo ? Alors, il m'arrive de porter une blouse, effectivement, mais alors ça doit être 5% de mon temps avec une blouse sur le dos. Le reste, c'est habillé normal, voire sweat capuche devant l'ordi, quoi. Ouais, genre comme on est aujourd'hui, en gros. Exactement. Quand tu mets ta blouse, c'est pour faire quelque chose de précis, en fait ? C'est plutôt une blouse version docteur ou une blouse version Ouais. science expérimentale qui salisse ? Alors, c'est une blouse version... un peu les deux en fait, parce que la blouse je la porte quand je vais à l'hôpital, quand je vais soit dans le pavillon neurologie, soit dans le pavillon psychiatrie, parce que ma recherche m'amène à faire des enregistrements avec des patients, des enregistrements de l'activité électrique de leur cerveau, et du coup je leur mets notamment du gel sur la tête pour faire mes enregistrements et pour éviter notamment de s'en mettre partout. La blouse c'est pas mal en fait. Ah, il faut que tu nous racontes tout ça. Mais oui. Donc les enregistrements électriques, c'est des EEG, c'est ça, hein ? Donc tu vas nous expliquer tout ça. Exactement. Ok, donc Ouais. la plupart du temps, pas de blouse et de temps en temps une blouse. Donc qu'est-ce que tu fais au labo ? Quelles sont tes recherches ? Raconte-nous tout. Oui, alors moi je recherche, enfin j'enquête sur, attention, expression longue, le rôle du noyau sous-thalamique dans les processus décisionnels et métacognitifs chez les patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs. Bon, alors je vais décomposer parce que comme ça a l'air un peu Ouais. lourdingue, mais en gros j'essaie de comprendre comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on prend une décision. Et Ouais. quand on évalue cette décision, Ouais. c'est-à-dire on dit je suis sûre d'avoir pris la décision ou pas. Ok. Dans le cerveau, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qui se passe dans le noyau sous-thalamique. C'est un petit noyau, enfin ça fait même pas la taille d'un noyau de cerise, hein, qui est en plein milieu du cerveau, bien profond. On pense que ce noyau, il intervient dans la prise de décision et la confiance. Mais alors du coup, comme je te disais, il est vraiment au fond du cerveau, donc c'est un peu galère pour l'étudier. Bah ouais. Parce que c'est très profond. Ouais. Donc pour faire ça, je m'appuie sur un essai clinique qui est en cours à Grenoble. Ouais. C'est un essai clinique de stimulation cérébrale profonde dans le trouble obsessionnel compulsif. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire Déjà, le TOC, c'est une maladie psychiatrique. Ouais. Hein, on va prendre les bases, où tu as des patients qui ont des obsessions, qui ont des pensées envahissantes, qui les angoissent à mort, et pour, entre guillemets, neutraliser ça, ils vont réaliser des compulsions. Ouais. Donc c'est des actes mentaux ou des gestes hyper répétitifs jusqu'au moment où ça les soulage. Alors, actes mentaux, ça veut dire quoi en fait ? Et ben par exemple, ça va être réciter une prière dans sa tête. C'est pas forcément un geste que tu fais. D'accord, ok, c'est un truc qui te soulage en fait. Oui, voilà, exactement. Ouais. C'est un rituel, un geste répétitif que tu fais encore et encore jusqu'au moment où tu vas te sentir comme il faut. D'accord. Ça peut durer longtemps. Ok. Et du coup, alors, pourquoi on s'intéresse, enfin pourquoi je vais m'appuyer sur cet essai clinique ? Et bien parce que en fait, pour ces patients-là, il y a une thérapie qui est assez prometteuse qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Ouais. Donc on va descendre des genres de fils électriques dans mon noyau qui vont être reliés à un petit stimulateur qu'on met sous la peau au niveau de l'abdomen ou de la poitrine. Ça met un petit courant électrique en permanence et ça régule l'activité du noyau parce que chez ces patients-là, on a remarqué que
le noyau, il est hyper actif, hyper connecté, enfin, il a une activité qui va pas bien, quoi. Ouais, Donc, ma thérapie prometteuse, c'est de stimuler ce noyau. ouais, Et du coup, ouais. en fait, ça revient un peu à mettre un genre d'interrupteur sur le noyau sous-thalamique. Et donc, ça marche plutôt bien sur les symptômes. Et moi, ça me donne accès finalement au noyau sous-thalamique parce que pour étudier la décision et la confiance chez ces patients-là, ce que je fais, c'est que je leur fais faire des jeux sur ordinateur où ils doivent prendre des décisions et Mhm. puis après me dire s'ils sont sûrs de leur coup ou pas. Et je fais ça un jour où le D'accord. stimulateur est allumé et un jour où le stimulateur est éteint. Ouais. En gros, je perturbe mon noyau sous-thalamique. Et après, le but du jeu, ça va être de regarder si j'ai des D'accord. différences entre jour allumé et jour éteint. Et si j'en ai, ça veut dire que quelque part, quand je prends une décision dans mon cerveau, ça passe par ce noyau. Et si je touche un bon Ok. noyau, je Super touche intéressant. à mon comportement, quoi. Super, super intéressant. C'est hyper, hyper intéressant. Bon, déjà, ça permet de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, ce qui est toujours Ouais. un truc assez fascinant, parce que c'est vraiment hyper complexe le cerveau, et on sait pas Mhm. grand-chose de comment ça Ouais. marche, finalement. Hein. C'est très peu de choses, on sait. Et puis, ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que je vois des patients qui sont en psychiatrie, qui ont une maladie qui est très grave. Le TOC, c'est vraiment très grave. On parle de TOC, c'est pas juste j'ai vérifié 3 fois que j'ai bien fermé la clé en partant de la maison. Ça, c'est pas du Ouais. TOC, c'est prudent si tu veux. Mais le TOC, c'est vraiment quand on a ces obsessions et compulsions qui deviennent tellement envahissantes qu'on ne peut plus rien faire. On n'a plus de vie sociale, on sort pas de chez soi, on peut plus travailler, etc., etc. Et là, je vois ces patients-là qui ont été soignés en faisant un truc assez incroyable. Ils se sont fait mettre des électrodes dans le cerveau. Donc c'est quelque chose, enfin, pour prendre cette décision-là, il faut quand même à la fois avoir plus que ça à faire et en même Mhm. Ouais. temps avoir un certain courage, je trouve. Et une fois qu'ils ont ça, ils vont venir donner de leur temps et de leur énergie pour, entre guillemets, se mettre au service de la science. Et je trouve que c'est vachement Mm. empouvoirant, en fait. Tu passes du statut de patient où tu n'es pas bien, tu es en galère et tu fais une thérapie assez extrême, au renversement complet où tu es un patient qui a cette situation spéciale qui va lui permettre de donner des données scientifiques qui seraient impossibles d'avoir autrement. C'est impossible. Bah Et ouais. ces patients-là, c'est de l'or pour nous, quoi. Et du coup, c'est vraiment, je trouve, hyper touchant à chaque fois de rencontrer des patients qui sont sortis de leur galère et qui viennent te donner de leur personne pour ta science. Et voilà. Tu vois combien de patients en moyenne par mois, on va dire, ou par essai? Je sais pas exactement comment on peut calculer ça. Alors, moi, quand j'envoie un patient, généralement, c'est sur 3 jours d'affilée, parce que c'est des protocoles assez gros. Premier jour, je leur explique Mhm. ce qui va se passer, et ensuite, les deuxième et troisième jours, on fait stimulateur allumé, stimulateur éteint. Et Ouais. des patients comme ça, j'en ai vu une quinzaine en 3 ans. Il y a D'accord. aussi une petite dizaine de patients que j'ai vus quand ils venaient à l'hôpital pour se faire poser l'implant. Mhm. Donc eux, ils n'ont pas encore les fils du stimulateur qui sont rentrés sous la peau jusqu'à la batterie. C'est des fils carrément qui dépassent de leur crâne, de leur bandage. Et Ouais. je vais me brancher directement à ces fils-là pour enregistrer l'activité de leur cerveau. Mhm. Et ceux-là, j'en ai eu une dizaine. Mais il faut savoir Mhm. que cette thérapie, en fait, elle est hyper rare. Ça concerne très peu de patients. D'accord. Moi, les 15 patients que j'ai vus, ils venaient d'un peu partout en France. D'accord. Dans le TOC, je sais pas, il doit y avoir 300 à 600 personnes dans le monde qui ont un implant de stimulation cérébrale pour se soigner, alors que ce genre de thérapie, c'est aussi très utilisé pour la maladie de Parkinson, par exemple, depuis beaucoup plus longtemps. Et là, c'est plutôt des chiffres comme 300 000, 600 000 personnes dans le monde. Tu vois, c'est pas du tout le même ordre de Ouais. grandeur. Ouais. Ok. Donc, t'en as 15 sur 600. C'est assez énorme. Euh, je te remercie d'avoir bien expliqué tes recherches. C'était hyper intéressant et ça donne envie de suivre, en tout cas, de voir tout ce que tu vas trouver. Mais c'est le moment d'enlever la blouse et de nous parler un petit peu de toi, si ça te va. T'es prête? Je suis prête. Alors, j'ai vu ton parcours, j'ai l'impression que tu as fait un milliard de trucs avant d'arriver à la thèse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé à faire une thèse et pourquoi tu as fait une thèse? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis toute petite, en fait, de faire de la recherche? Ou comment t'en es arrivé là? Je trouve que ton parcours, il est assez intéressant. Tu nous racontes ça? Ouais, oui, oui, avec plaisir. Alors effectivement, c'est pas le parcours classique pour arriver à la Ouais, thèse.
Mais quand tu discutes autour de toi en thèse, finalement, des parcours classiques, Il n'y en a pas. ouais, c'est pas Enfin, il y forcément en a. l'évidence au final. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais. bah, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu faire de la science. J'étais fascinée par les grands scientifiques, les explorateurs. Pour moi, c'est un peu pareil, tu vois, c'est des gens qui Mm. repoussent les frontières de la connaissance. Je suis de la génération Cousteau. Les gens qui me faisaient rêver, Ouais. c'était Katia Kraft, Arun Taziev, Claudie Andrédé. C'est des ingénieurs, des explorateurs, des scientifiques. Ouais. Et voilà, et moi j'étais fascinée par ces personnes qui faisaient des choses extraordinaires, qui repoussaient les frontières du possible et les frontières de la connaissance. Ouais. Mais concrètement, comment on devient ce genre de personne, je n'en ai strictement aucune idée. Ouais. Je viens d'un milieu assez modeste en fait, même franchement, on a vécu des moments de pure galère où on allait chercher notre nourriture au secours populaire, des trucs comme ça. Donc Ok. c'est vraiment Ouais. très très compliqué. Ouais. Mes parents à l'époque n'avaient pas fait d'études, ils connaissaient pas du tout ce genre De milieu. de contexte. Comment on devient scientifique, Mm, explorateur, mm. ingénieur, ils n'en avaient pas la moindre idée. Ils savaient un truc par contre, c'est que a priori ingénieur c'était un bon métier. Ouais. Et que si tu réussissais à l'école et que tu faisais des études d'ingénieur, tu n'aurais pas de problème dans la vie. Ok. Donc en gros, moi ayant pas trop forcément beaucoup de connaissances de comment on fait pour le reste, j'ai suivi un peu cette voie-là. Je marchais bien à l'école, c'était un peu ma zone de confort. J'aimais bien, j'étais dans mon élément, donc j'ai fait des Ouais. études d'ingénieur. T'étais bonne à l'école toutes les sciences ou t'avais quelque chose que tu préférais quand même? J'étais bonne un peu Enfin, à l'école, j'étais un peu bonne partout, sauf en sport où j'étais nulle et Mm. en histoire géo parce que j'aimais pas ça. Mais Pareil. je restais dans le domaine du correct. Ce qui me plaisait vraiment, en fait, c'était la bio Ouais. et les sciences de la Terre. Ok. Comme plein de gamins, j'ai collectionné des cailloux et des fossiles pendant Ouais. très très longtemps. Puis j'étais fascinée à l'époque, c'était le début des OGM, c'était Dolly la brebis clonée, Ouais. ce genre de truc qui me mettait des paillettes dans les yeux, quoi. Ouais. Bizarre, hein, tu vas me dire, mais non, moi j'aimais bien ça. Ouais, ouais, mais j'étais pareil, hein, tu sais, donc je ne jugerai pas. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je voulais faire ingénieur, mais j'avais pas envie de faire une classe prépa. Et puis finalement, je connaissais pas bien les différentes écoles. Et puis j'ai pas très très bien rempli mes dossiers. Donc je me suis retrouvée dans une école Mm. un peu, pas par hasard, mais sans y avoir trop bien réfléchi. J'ai fait une formation d'ingé généraliste très orientée industrie. Donc là, on Ouais. commençait déjà à bien s'éloigner des sciences de la Terre et des sciences de la vie. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler chez EDF, Ok. où j'ai passé un peu plus de 10 ans à faire des centrales électriques, à faire des systèmes d'automatisme. Je sais pas si tu vois Homer Simpson dans sa centrale électrique, Oui. avec ses boutons partout, là. C'est toi du coup? Il est dans une salle de commande. Et ben moi, je faisais ces salles de commande. D'accord. Alors, moi, j'étais le mec qui venait dépanner Homer s'il n'arrivait pas à appuyer sur un bouton, tu vois. Mais c'était un peu ça. C'est une super bonne description. On t'imagine bien du coup. Ouais, très bien. Voilà, voilà. Et je lui amenais des donuts aussi et tout. Les donuts, c'est la vie. Non, mais alors, du coup, j'ai fait ça pendant un moment assez long. Et Ouais. c'était chouette. C'était des conditions de travail sympas. J'ai voyagé, j'ai passé presque un an en Allemagne pour le boulot. Je suis partie en Guyane pendant 4 ans aussi. J'ai eu mes 2 Mhm. enfants en Guyane quand j'étais sur les chantiers là-bas. C'était super chouette. Ouais. J'ai fait aussi, pendant que j'étais ingé là-bas, à un moment donné, je voulais un peu avoir une vision un peu plus large, donc j'ai fait un master dans une école de commerce aussi. Je suis un peu abonnée à la reprise D'accord. d'études en fait, hein. Ouais, c'est Et ça. donc j'ai Ok. fait ça. Mais voilà, en fait, vers la fin, c'était au retour de la Guyane, et puis j'avais mes 2 enfants. Et puis je commençais à me sentir plus très très bien dans mon boulot. J'avais envie de changer, Ouais. mais j'arrivais pas à changer en interne parce que j'étais dans un boulot un peu de niche. Le genre de boulot, on a tendance à t'y laisser en fait. Et moi, j'avais pas envie. Ouais. Et puis Ouais. l'organisation, il y avait des trucs qui m'allaient pas et j'étais vraiment pas bien en fait.
la dernière année, c'était le gros malaise au travail. Je suis passée pas très très loin du burn-out. J'étais Ouais. plusieurs mois en arrêt de travail parce que j'étais pas bien dans mes baskets, quoi. Quand tu vas Ouais. en entretien annuel avec ton chef et que le premier truc que tu lui dis c'est bah, je déteste mon travail, j'ai pas envie de me lever le matin, Ouais, c'est voilà, moche. c'est que ça va pas. Ouais. C'est moche, c'est pas Ouais, cool. c'est qu'il y a un problème. Finalement, changer pour retourner vers le même genre de boulot ou le même genre de boîte, c'était peut-être pas le truc le plus malin parce que dans ce genre, EDF c'est quand même vachement bien. Ça reste une entreprise à mission. Du coup, je me suis fait accompagner un peu pour faire le point sur ok, je change, mais pour faire quoi et c'est quoi Mm. que j'ai vraiment envie de faire. Et en fait, j'en suis revenue à qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, quoi. Parce que finalement, les rêves de gosse, bah, il n'y a pas à dire, c'est les choses qui sont le plus proches, je pense, de notre identité, finalement, de ce qui nous porte. Et ce que je voulais Ouais. faire quand j'étais gosse, eh ben, c'était faire de la science et découvrir des trucs. Je rêvais du CNRS et de ce genre de choses. Donc, eh ben, j'ai décidé de reprendre mes études pour aller faire de la recherche. Et alors, de la recherche en Et quoi? ouais. Bah, j'étais un peu éloignée des sciences de la vie ou de la Terre. Ça faisait 12 ans que je travaillais que avec des machines. Ouais. Mais avec le lien avec moi, ce que je faisais, c'était contrôler les machines en fait et traiter de l'information en provenance de machines pour agir sur d'autres trucs, de la cybernétique en Ouais. fait. Et traiter l'information, c'est un truc que fait aussi le cerveau humain. Traiter l'information, c'est le domaine de ce qu'on appelle les sciences cognitives, que tu connais. Mhm. Et les sciences cognitives, il y a la déclinaison machine, que moi je connaissais, et puis il y a aussi la déclinaison version humain, comment on traite l'information chez Ouais. les humains, et ça devient qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au D'accord. final. Donc j'ai fait un master qui me permettait de faire le pont entre la cognition des machines et la cognition des humains. Ouais. Mais comme j'étais quand même pas tout à fait sûre que c'était vraiment ça que je voulais faire, Ouais. la même année, j'ai créé une entreprise avec deux amis Ouais. pour faire du conseil en organisation de projets liés à l'intelligence artificielle. D'accord. C'était bien, c'était en plus des super associés géniaux avec qui je suis toujours très en contact et je m'entends très bien. Sauf que 2020, je sais pas si tu te souviens, mais c'était pas la meilleure année pour lancer une Je sais pas, entreprise il pour paraît, cause ouais. de pandémie. Ça me rappelle. Voilà, donc j'avais pas prévu l'effet pangolin. Et du coup, ben, j'ai fait le master en même temps que cette création d'entreprise. Ouais. Et à la fin du master, à la fois, bon, c'était compliqué de faire décoller l'entreprise. Et puis, j'avais la possibilité de continuer sur la thèse, mais avec un financement qui ne me permettait pas d'avoir une Ouais. activité rémunérée à côté. Mm, mm. Du coup, je me dis, il faut faire un choix. Et ben, le choix, la question, elle a été vite répondue. Je me suis dit, allez, on part sur la thèse parce que, en fait, mon sujet, il est juste trop cool. Je travaillais déjà sur le TOC, la stimulation cérébrale profonde, et j'avais vraiment envie de continuer Ouais. avec ma super équipe, le super CHU, les super collègues avec qui je bosse. Ouais. Et voilà Bon, comment bah j'en top. suis arrivée là. Comment t'en es arrivé là? Ouais, c'était un chemin pas tout simple et pas tout tracé, mais au final, écoute, t'as l'air d'apprécier. Est-ce que tu te vois continuer dans la recherche après ta thèse? Ah, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup parce Ouais. que la recherche, c'est quand même un métier de enfin pour moi en tout cas, c'est un métier de passion. C'est un sujet que j'adore raconter mon sujet, j'adore expliquer, j'adore comprendre. Et il y a plein de journées où je galère devant mon ordinateur à faire des trucs que moi-même je comprends pas. Mais il n'empêche que j'aime bien, j'adore vraiment cette activité. Oui. Après, il y a la question de le marché du travail dans la Oui. recherche. Oui. Et ça, c'est une question complètement différente et très compliquée. C'est un milieu qui est hyper compétitif. Il n'y a pas Ouais. d'emploi. Enfin, il y a très peu C'est d'emplois compliqué, ouais. qui sont, je trouve, pas très correctement rémunérés vu Mm, le mm, nombre d'années d'études qu'on fait par rapport à mm. d'autres métiers. Et avec des horaires de forçat, quoi. Pas d'horaire en fait. Et c'est pas... Quand t'as une famille... moi, j'ai déjà deux enfants Ils ont quel âge là d'ailleurs? et ils ont 5 ans et 7 ans. Une fille et un garçon.
les petits choupinous. Et ouais, quand tu te lances dans la recherche, que tu as 25 ans, 28 ans, que tu n'as pas encore d'enfant, que tu es tout seul, tu peux te donner à fond dans ton travail, tu te poses pas vraiment cette question parce que c'est loin, tu vois. Ouais, Mais moi, je rentre dans ce milieu-là, j'ai déjà mes 2 enfants, je galère déjà bien pour ma thèse. ouais, ouais. Et est-ce que je vais pouvoir... Je sais pas. Je me pose beaucoup de questions en ce moment par rapport à ce que je vais faire à la fin de ma thèse, qui est là dans quelques mois. Donc ce que je me dis, c'est que D'accord. si j'arrive à trouver vraiment un sujet postdoc, donc un sujet de recherche dans la continuité de ce que je veux faire moi, à un endroit qui me convient, et ben c'est sûr que j'y vais parce que ça reste un sujet génial et que j'adore. Mais si je trouve pas, je vais pas me forcer à faire de la recherche pour faire de la recherche à un endroit qui me plaît pas ou sur un sujet qui me botte moyen, juste pour persister dans ce milieu-là. Je retournerai dans Ok, ouais, t'as l'industrie et raison. c'est pas grave et ça a d'autres avantages. Et maintenant que j'ai un peu testé les deux, je vois ce avec quoi je suis ok et ce avec quoi je suis pas ok. Et je pense que j'arriverai à trouver, dans tous les cas, j'arriverai à trouver mon bonheur. Ouais, ça devrait aller. Oui, je suis sûre. Bah écoute, j'espère en tout cas que tu pourras trouver dans la recherche. Alors moi, je voulais parler d'un truc quand même. Au tout début, j'ai teasé le projet, mais là, la semaine prochaine, c'est la semaine du cerveau. Donc pour ceux qui écoutent, une fois que c'est passé, Oui, c'est oui, du oui, 13 au tout à fait. 19 mars 2023. C'est en gros, c'est un peu comme la fête de la science, mais vraiment tourné cerveau. Donc l'idée, c'est de mettre en avant des événements, des chercheurs, des chercheuses, de la science. Il se passe vraiment plein de choses pendant une semaine autour du cerveau. Donc même si vous écoutez après, c'est pas grave. Tous les ans, début mars à peu près, il y a des semaines du cerveau. Et toi, là, tu as décidé de participer à un projet qui est vraiment très, très cool. Et c'est généralement, ce projet, il est autour du 8 mars, justement, la journée du droit des femmes, qui est un éditathon pour, en fait, éditer des pages ou créer des pages Wikipédia. Des pages de femmes, parce que je crois qu'il y a c'est 20% seulement de pages Wikipédia qui sont sur des femmes. C'est ça, hein? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Ouais. C'est quelque chose qui se fait tous les ans, ça s'édite à Thon tous les ans depuis 2017, je crois, depuis Grenoble Casemate Territoire de Sciences. Et Mm. l'idée, c'était qu'en 2017, il me semble qu'il y avait que environ 10% de Ouais. biographies de femmes scientifiques sur Wikipédia. Et le reste, Mm. que des mecs. Et c'est Ouais. pas fou, on est tous d'accord pour se le dire. Moi, je me Ouais. souviens quand j'étais en master, en M2, là, de sciences cognitives, je m'étais fait la réflexion de temps en temps, mais il y a jamais de femmes, c'est quand même un peu, bon, pas que c'est décevant, mais j'aurais bien aimé avoir plus d'infos sur des femmes, et quand j'en avais, j'étais super contente de vous. Voilà. Donc, j'avais repéré que Territoire de Sciences, il faisait ça tous les ans sur des sujets différents. Ouais. L'an dernier, c'était sur les femmes dans la Ouais. science-fiction. Et je trouvais ça trop bien. Je trouve ça génial. J'avais trop envie d'y aller. J'ai pas pu y aller l'an dernier. Mais j'avais cette idée de la semaine du cerveau, c'est à peu près à la Ouais. même période de l'année. Est-ce qu'on pourrait pas tenter quelque chose cette année? Et du coup, je me suis rapprochée de Marion Saourdi directement sur Twitter au T'as culot tellement eu raison. pour voir s'il n'y Ouais. avait pas moyen de faire quelque chose. Et puis voilà quoi. On s'est lancé dans cette Eh méditation. ben, c'est super. Donc là, l'idée, je mettrai le lien dans la description. Mais du coup, l'idée, c'est de trouver soit des pages à traduire, soit des pages à créer de femmes de sciences de cerveau, donc du coup de neurosciences, sciences cognitives, etc., qui manqueraient. Donc vous avez fait une petite liste. Je me souviens, j'avais participé, je sais plus si c'est en 2020 ou en 2021. Je me souviens que ça devait être Ouais. 2020. Non, c'était 2021. Parce que c'était en mode Covid, etc. Et là, c'était, je crois qu'il y avait sciences de la vie, sciences de la Terre et je sais plus quoi. Et je m'étais vraiment prise au jeu de créer ces pages Wikipédia parce que c'est vraiment hyper sympa de se dire, bah voilà, on a créé du contenu, on a créé des pages, on a créé de la visibilité pour des femmes qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, l'idée c'est ça, bah, c'est à la fois, je trouve ça chouette parce que effectivement, ça permet d'avoir de la visibilité de ces femmes scientifiques. Et puis c'est vrai quand on cherche, quand on est jeune étudiante en master ou quoi, et qu'on cherche un petit peu ce qui se passe, bah, c'est parfois on voit pas forcément, on n'a pas une représentation de toutes ces femmes. C'est clair que c'est important. En fait, on n'a pas forcément toutes besoin d'avoir des modèles Ouais, féminins pour se lancer dans une carrière ou quoi. Mais parfois c'est le cas. Et il y a aussi plein de gens qui ont besoin
de modèles auxquels s'identifier, ou même sans que ce soit vraiment conscient, mais en fait, quand on a Ouais. un univers qui est peuplé de figures qui nous ressemblent juste pas, Ouais. on va pas se projeter dans cet univers même sans trop y réfléchir. Donc là, on contribue à ça. Puis accessoirement, c'est l'occasion d'apprendre des choses Oui. aussi, parce que moi j'ai passé pas mal de temps à préparer la liste des fiches, à traduire, machin truc, et ben il y en a plein, je les connaissais pas. Enfin, il a fallu faire une recherche active de pages sur les Wikipédia anglophones, allemands, pour essayer de trouver. Et puis j'ai découvert plein de choses dans mon propre domaine comme ça. Ah oui, non, mais Donc c'est c'est hyper hyper chouette intéressant. de participer à ça. Et il y a plein de participants qui vont venir une année parce que pour l'événement. Et finalement, on se prend au jeu et on reste contributeur wikipédien longtemps après ça. Tout à fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'épisode numéro 9 de la saison 1, donc avec Anaïs Orsi, qui est une glaciologue française, en fait, j'avais découvert son parcours et je l'avais découverte justement pendant l'éditaton, où je lui avais, je sais plus si j'avais créé la page ou si j'avais étoffé sa page. Et en fait, en voyant ça, je m'étais dit, mais elle a l'air tellement géniale, cette nana, il faut absolument que j'y aille au culot. Je vais lui écrire un petit mail pour lui demander de faire sous la blouse en me disant, elle dira jamais oui parce qu'elle a 2 prix L'Oréal, laisse tomber, elle est... elle va se dire mais sous la blouse qu'est-ce que c'est que ça, et en fait elle avait accepté et c'est un épisode qui était vraiment génial. Enfin elle a raconté tellement de trucs, c'était vraiment un bon souvenir. Et effectivement moi c'est pareil, j'avais commencé en 2021 du coup, et puis maintenant je continue de temps en temps à rajouter dès que je peux. Je vais essayer de participer à cet éditaton aussi. Pour ceux qui veulent avoir des infos, je mettrai tous les liens en description, et puis je mettrai aussi de toute façon les liens vers les profils d'Audrey pour que vous puissiez la contacter si besoin. Alors on va continuer sous la blouse. Et maintenant, j'aimerais bien en fait que tu me dises, quand tu ne fais pas d'éditaton, quand tu n'es pas au labo, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi tes hobbies ? Alors, mes hobbies, et ben, je me suis remis à la musique en fait. Je me suis remis parce que j'en ai fait quand j'étais enfant et puis étudiante. Puis après, j'ai arrêté pendant très longtemps parce que j'arrêtais pas de bouger pour le boulot. Et puis, Covid, confinement, point sur le Ouais. sens de la vie et tout ça. Et ça a été l'occasion de me remettre à la musique. Jouer du piano, donc j'ai commencé à apprendre la guitare électrique. Je joue dans un groupe tous les lundis soirs. J'ai des cours de guitare le mercredi. Et Ah ouais. je me suis mise il n'y a pas très longtemps à l'écriture de mes chansons. Donc là, je vais commencer à travailler dessus avec des copains. Et puis voilà quoi. Le musicien Ah du ouais, super. dimanche, c'est ça mon hobby principal. Bah c'est parfait, c'est génial ça, musicien du dimanche. Et vous les avez publiées déjà, ces chansons, ou pas ? On peut les écouter quelque part ? Ah non, non, c'est absolument pas C'est secret ? écoutable. Moi, j'ai des D'accord. maquettes toutes pourries, comme je te disais dans une discussion précédente. J'écris des chansons moches, mais c'est pas grave, ça me détend. Pour le moment, c'est plutôt pour moi. Et je les ai fait écouter à mon prof comme ça, et on va commencer à voir si on peut faire quelque chose d'un peu plus sérieux avec. Mais c'est Ah, super. j'en Ouais, suis c'est super vraiment comme pas hobby. au stade où je fais écouter ça à mes meilleures copines, à mon chéri, à tout le monde, que des gens qui sont super bienveillants, qui vont me dire ah mais c'est trop bien, c'est merveilleux, tu es formidable. Et puis voilà, les loisirs, ça devrait servir qu'à ça, les loisirs, ça devrait servir qu'à se remonter le moral et à faire des trucs qui nous font plaisir et qui nous mettent bien. Voilà. Exactement, je suis exactement d'accord avec toi, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière à mon chéri. Si les hobbies, ça sert pas à se faire plaisir, ce ne sont plus des hobbies dans ces cas-là. C'est clair. On a couvert pas mal de choses, donc ton super parcours, on a couvert l'éditaton, tes hobbies. On va arriver vers la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas abordé ou sur lesquels tu voudrais revenir pour terminer cet épisode ? Ouais, il y a un truc que je voudrais quand même glisser au passage. Tu sais, je t'ai dit au moment où j'allais pas bien, où j'étais pas loin du burn-out et que je me suis fait accompagner. Ouais. Donc, c'est le point santé mentale. Oui. Ça arrive à énormément de gens, et la plupart des gens, ou nous-mêmes, un jour dans notre vie, on va traverser des moments compliqués, et c'est hyper important de se faire accompagner dans ces moments-là. Première chose, Ouais. donc quand il y a besoin, faites-le, et c'est cool, et c'est comme prendre soin de sa santé mentale, c'est comme prendre soin de sa santé en général. Et par ailleurs aussi, moi, quand je me suis fait accompagner, j'ai fait pas mal de bilans pour voir qui est-ce qui pouvait être à l'origine de mon malaise.
Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai été orientée qu'on a fini par me donner un diagnostic de trouble du spectre autistique, les fameux Ouais. Asperger, même si j'aime pas forcément Mhm. trop ce nom-là, mais voilà. Donc j'ai un diagnostic Ouais. d'autiste, je suis sur le spectre, et Ouais. ça va, en fait. C'est l'autre truc que je voulais dire, c'est que moi, le fait Ouais. d'avoir ce diagnostic-là, ça m'a permis d'identifier pas mal de choses dans mon fonctionnement et de voir comment je pouvais fonctionner bien et mieux. Puis aussi de constater que j'avais pas si mal fonctionné jusqu'à maintenant, malgré ça. Et Oui, parce que tu t'en es rendu compte très tard. Il y a que quelques années, en fait, c'est ça, hein? ouais, c'était il y a que quelques années. C'était avant que je reprenne mes études, mais ça a un peu accompagné tout le mouvement de. J'essaye de mieux me comprendre moi-même et d'aller vers quelque chose qui me plaît Ouais. plus et de m'aligner un peu plus. Donc je fais avec mes particularités maintenant. Être autiste pour faire de la recherche, je trouve qu'au finalement c'est plutôt pas mal parce que une des particularités qu'on a, c'est les intérêts spécifiques, donc une propension à se focaliser sur des sujets qu'on a envie de creuser à fond pas qui nous Ok. obsèdent, mais qui nous font un peu vivre, quoi. Et du coup, pour faire de la recherche, c'est juste parfait comme état d'esprit. Puis ça, et puis aimer partager ce sur quoi on Ok. travaille, c'est pareil, ça va très bien avec la mission de recherche et d'enseignement, je trouve. C'est juste parfait comme métier. Ok. Donc c'est un joli message. En gros, on peut avoir ce diagnostic d'Asperger, mais faire de la recherche et être très bien. Oui, 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 carrément. Il faut juste pas avoir peur d'ouvrir les yeux et puis sans complexe et sans peur, de se faire la démarche d'essayer de mieux se connaître. Et après, tout va mieux, quoi. Et puis Mhm. c'est valable pour tout le monde. Bon, bah, c'est super. Je trouve que c'est une super façon de terminer cet épisode. Merci beaucoup, Audrey. Ben, merci beaucoup, Elodie. Merci de t'être livrée à moi aujourd'hui et de t'être déshabillée à mon micro. Comme j'ai dit tout à l'heure, je mets les liens Twitter et LinkedIn en description. Donc si quelqu'un a envie de venir te contacter pour continuer la discussion, que ce soit sur tes recherches ou sur ton parcours ou quoi que ce soit, bah voilà, comme ça les gens peuvent. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés et à très bientôt, Audrey. À bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.